Bonjour, et aujourd'hui c'est toujours et encore le projet Jolali Gertrude Stein et c'est le numéro 7. On est le samedi de la deuxième semaine et je le rappelle, j'essaie de faire une vidéo totalement improvisée à propos de Gertrude Stein, un jour sur deux. Et le cadrage est délibéré, c'est pour qu'on voit bien les cadres et qu'on voit pas trop ma tronche. Donc aujourd'hui je vais vous lire deux extraits d'un texte de 1912 de Gertrude Stein. Vous en trouverez certainement une traduction quelque part. C'est un texte qui s'intitule « Horta or One Dancing ». Littéralement, Horta ou une qui danse, ou une danse, on ne sait pas très bien. Ce texte est généralement considéré comme étant un portrait de la danse et des chorégraphies d'Isadora Duncan. Je ne me présente pas Isadora Duncan, je ne suis pas du tout bien placé pour le faire, je n'ai aucune espèce de connaissance en histoire de la danse. Le texte de Gertrude Stein, Horta or One Dancing, qui se trouve dans les Portraits and Other Short Works, dans le premier tome de l'édition de l'anthologie de la Library of America. Ce texte fait à peu près une vingtaine de pages et il est assez bien documenté, très connu. Là encore, si vous faites des recherches sur le web, vous ne manquerez pas de trouver un très grand nombre de références à ce texte. Et ce texte, il est particulièrement marquant parce qu'il s'agit d'un des premiers textes dans lesquels Gertrude Stein travaille sur la répétition obsessionnelle des mêmes mots, des mêmes vocables et des mêmes tournures syntaxiques. Alors, il faudrait pour cela lire la totalité des 20 pages, ça prendrait peut-être 30 ou 40 minutes, donc je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le deuxième paragraphe et le tout dernier paragraphe. Et moi, ce que je trouve très beau dans ce texte et dans la manière dont Stein fait varier les vocables, fait varier les répétitions, donc il y a vraiment une sorte de côté extrêmement, comment dire, obsessionnel, dionysiaque, un petit peu comme ça, de la profération répétée. Il faut accepter de rentrer dans ce rythme lancinant, itératif, pour justement sentir toutes les variations du rythme. Ce que je trouve très beau, c'est que c'est un texte qui finalement essaie de reproduire un certain nombre de codes de la danse, de la formation chorégraphique. Je lis donc le deuxième et le dernier paragraphe de Horta or One Dancing. Even if she was one, and she was one. Even if she was one, she was changing. She was one, and then like someone. She was one, and she had then come to be like some other one. She was then one, and she had come then to be like some other one. She was then one, and she had come then to be like some other one. She was then one, and she had come then to be like a kind of a one. Et le dernier paragraphe de Horta or One Dancing. Je ne sais pas du tout pourquoi elle fictionnalise en quelque sorte Isadora Duncan en Horta, je ne sais plus quelle est ça, Horta Davray, je crois. Elle l'appelle. Je ne sais même pas si c'est un anagramme de quelque chose, enfin j'ai pas trop d'idées. Voici le dernier paragraphe. In being, that one, she was one. She was one in being that one, she was that one. She was that one in being that one, and being one, feeling in, believing, completing, being, existing, and being one, thinking and feeling and meaning, being, existing, and being one, being of a kind of a one, and being of that kind of them, and they being of a kind of them, and complete connection, being, existing in a being one, dancing, between dancing, being, existing in her being one, not being one, completing being one. She was one dancing and being that one, she was that one. And being that one, she was that one, the one dancing. And being the one dancing, being that one, she was the one. Going on being that one, the one dancing. Et tout ça, c'était une seule phrase. Le paragraphe, et donc le texte de Horta or One Dancing n'est pas terminé. Il reste 3 phrases. She was dancing. She had been dancing. She would be dancing. Et ça, c'est la fin donc de Horta or One Dancing. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble.
Alors je n'ai pas tout à fait fini, parce que toujours dans la question, le projet, on va dire, de parler d'écrivaines et de rendre hommage à des écrivaines, mon ordinateur en fait s'est mis en veille, donc je suis obligé de le relancer. Heureusement tout ça c'est un peu hors champ, même si vous me voyez le regard perdu ailleurs. Toujours dans ce projet-là, je voulais en quelque sorte dresser une sorte de pont entre ce texte que je vous ai brièvement présenté, ou dont je vous ai brièvement parlé, de Gertrude Stein, Altar of One Dancing de 1912, et une nouvelle d'une autre écrivaine américaine très importante, contemporaine de Gertrude Stein, un peu plus âgée même je pense, je ne suis pas du tout spécialiste d'elle non plus, qui est Willa Cather. Et Willa Cather, sous le pseudonyme de Henry Nicholman, donc évidemment, comme très souvent, obligé pour se lancer dans la carrière littéraire de publier sous un nom d'homme, avec tous les problèmes que ça pose, Willa Cather, sous le pseudonyme de Henry Nicholman, a publié en 1900, donc 12 ans avant Altar One Dancing, dont je viens de vous lire 2 passages, une nouvelle qui s'intitule The Dance at Chevaliers. Et The Dance at Chevaliers, je vais juste vous lire la première phrase, je vous donne le texte, là encore un lien vers le texte en dessous dans la vidéo. Voilà la première phrase. It was a dance, that dance at Chevaliers, and it will long be remembered in our country. Et donc, je ne suis pas du tout spécialiste de Cather, je ne suis pas spécialiste non plus de Stein, je le rappelle, je ne suis pas du tout spécialiste de Cather, mais je la connais encore moins que Stein. Je trouve dans cet incipit, dans cette première phrase, cette triple répétition de dance qui, peut-être, est à l'origine ou a pu influencer l'écriture même de Stein, à moins qu'il n'y ait justement cette même fascination, que ça soit une coïncidence, mais qu'il y ait cette même fascination, et du coup intertextuelle, pour la danse comme mouvement, et mouvement fait de répétition, et fait de répétition de termes qui en littérature ou en poésie vont servir à mimer en quelque sorte, ou à correspondre à la répétition des formes ou des figures. Voilà, j'ai assez blablaté pour le numéro 7, ben, ça fait 7 minutes, donc la vie est belle. À après-demain, puisque c'est un jour sur 2.